Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma boina bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un premier numéro de la semaine. Nous allons parler actualité, c'est vrai, on parlera politique aussi, mais gestion de la République d'abord. Mesdames et messieurs, je reçois le professeur Chilumbaï, professeur, cadre de l'UDPS, député provincial, enseignant, comme je viens de le dire. On va essayer un peu d'en parler tout à l'heure. Professeur, comment allez-vous? Ça va bien, Christian. Les députés provinciaux sont payés, il paraît, depuis des longs mois. Et puis après, une solution, en principe, devrait être trouvée. Êtes-vous satisfait? Oui, mais je suis moi-même député provincial, je ne peux qu'être satisfait. Je crois que c'est une matière importante dont devrait s'occuper le président du Sénat, l'honorable Tambo Mwamba, qui avait promis de tout faire pour que notamment la caisse de péréquation fonctionne, parce que ça fait 12 mois que nous ne sommes pas payés. Mais comment vous expliquez que les élus passent 12 mois sans être payés? Bon, je crois qu'il va vite observer ça. Même en dehors du fait que ça fait 12 mois, il y a d'autres réalités. Un paiement trop différé entre les députés provinciaux qui vous touchent 10 000 $, ceux qui vous touchent 1 500. Et comme moi, je suis du Kassai central, ces 1 500 $, ça signifie que si même on payait les 12 mois, ça ne représenterait probablement pas grand-chose, mais aussi il faut noter que la question de la paix des députés provinciaux doit être réglée de manière définitive, hein, parce qu'il y a des problèmes de frais d'installation. Tous ces problèmes-là, j'avais suivi le président Tambo Mwamba insister que parmi les objectifs fondamentaux de son mandat, il y avait ce problème, que la caisse de péréquation fonctionne, que le traitement soit juste, équitable, équilibré pour tous les députés de la nation. Les gens voudraient savoir pourquoi cette discordance ou cet écart maladroit, on va dire, entre les députés nationaux et les députés provinciaux. Pourquoi? Non, moi, ça, je ne sais pas. Et bon, il faut noter d'abord que nous sommes députés provinciaux. Nous sommes représentants des provinces. Il est par essence normal que nous ne soyons pas traités de la même façon que les députés nationaux qui sont représentants de la nation, c'est tout à fait logique, mais c'est plutôt la question des discordances entre députés de telle province et de telle autre province. Lorsque vous voyez ceux de Kinshasa, Lualaba et des provinces qui produisent suffisamment d'argent sont autrement traités, alors que le principe dans la Constitution, c'est la caisse de péréquation, c'était pour permettre que toutes les provinces vivent un certain équilibre. Je crois que c'est des problèmes importants dont devrait s'occuper d'ailleurs le Parlement, mais aussi plus précisément le Sénat. Qu'est-ce qui explique qu'à l'époque de Kabila, il n'y avait pas ce retard? Non, il y en avait. Des 12 mois aussi? Et il y en a eu. D'ailleurs, je me souviens que lorsque ça a commencé, les députés provinciaux avaient atteint même 18 mois. C'est juste après que le Premier ministre Matata avait pu s'atteler à la question, l'a payé des rappels, et puis on a finalement stabilisé. Moi, je sais que lorsque nous sommes entrés en fonction, les anciens députés continuaient de toucher leurs émoluments de leur mandat passé. Donc, il y avait des retards. Est-ce que vous avez aujourd'hui la mesure, je voudrais être avec vous le plus franc possible, vous êtes cadre de l'UDPS et votre parti est au pouvoir aujourd'hui.
Mais on a comme l'impression qu'il y a la continuité dans plusieurs secteurs de la vie. Alors on se pose la question, vous êtes venu pour changer les choses ou vous êtes venu pour accompagner l'ancien système de s'enraciner convenablement? Non, non, non. Nous ne sommes pas venus accompagner l'ancien système de s'enraciner. Beaucoup de choses sont en train de changer. Il faut reconnaître que le trou était profond, tellement profond que par moment, vous n'avez pas une vision facile pour comprendre que ça change chaque jour qui passe ici. Il y a beaucoup de choses qui changent au plan social, au plan juridique, au plan administratif. À vous entendre, il faudra aussi 18 ans pour changer les choses. Non, non, nous n'avons pas besoin de 18 ans. Ouais. Nous n'avons pas besoin de 18 ans. Ce mandat sera un mandat de grands résultats, ça vous allez le constater. Ce mandat de 5 ans qui vous reste 3 ans. Bien évidemment, vous allez le constater. Ce qui est vrai, c'est comme je dis, le trou était profond. Ouais, ils ont dit ça aussi pour vous n'êtes même pas capable de voir que ce qui était projeté comme un projet centenaire, la gratuité de l'enseignement, par exemple, ça a été réalisé en une année. Il y a des imperfections, on est en train de faire. Oui, on vous accuse de ne pas avoir planifié les choses. Non, non, dans beaucoup de domaines. Si nous prenons beaucoup de temps pour planifier, vous dites, ils prennent beaucoup de temps pour planifier. Si nous faisons immédiatement parce que nous voulons que ça s'arrange vite, vous dites, ils font sans planification. Est-ce que vous avez été préparé pour la gestion? Nous sommes très préparés pour la gestion, ne vous en faites pas. Nous sommes très préparés pour la gestion et ça se constate. La déstructuration de l'État avait atteint un niveau impensable. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Parfois, c'est parce que vous viviez à Kinshasa qu'on a vécu ce semblant d'État, mais l'État en soi n'existait plus. On dit que vous n'avez pas laissé vos habitudes de l'opposition, vous descendez dans la rue, vous descendez, vous contestez parfois votre propre système, votre propre régime. Non, non, non. Le système n'est pas immunisé. Notre propre régime n'est pas immunisé. Nos propres erreurs, lorsque nous sommes capables de les constater, nous avons raison de les décrire. C'est ce qui différencie l'IDPS de beaucoup d'autres partis. C'est pour vous dire que chez nous, là, de l'intérieur, on n'encadre pas la médiocrité. Donc, nous sommes là, on vigile. Le rôle d'un parti politique, c'est aussi l'encadrement des élus. Les élus, les députés, le président de la République, les maires, les bourgmestres, les gouverneurs. C'est comme ça que vous allez voir que même en Bujimaï, nous avons un gouverneur que notre propre parti tente de tracasser un peu parce que nous veillons à ce qu'il soit un gouverneur efficace. Alors, et cela n'implique pas en effet que l'on désigne ce comportement par ce que vous dites opposition. Non, nous sommes dans le rôle d'un parti politique normal qui contrôle ses élus. Je reviens sur des grands secteurs. Prenons la justice, par exemple. Comment on explique aujourd'hui, une année après, aucun membre de l'ancien système est aux arrêts? Même pas un seul. Je parle des grands criminels économiques, dont les rapports sont flagrants, des rapports sont abondants. Les États-Unis, la France et bien d'autres pays ont parlé de ces gens-là. Il y en a même des personnes qui sont sous sanctions internationales, mais qui sont, entre guillemets, on va dire, protégées par le régime. On les envoie les invitations. Ils ne viennent pas. Parfois même des mandats d'arrêt qui ne viennent pas du tout. Est-ce que vous nous expliquez que la justice est pour qui maintenant? Vous dites que Guy Matondo Kingantolo, c'est un petit membre. Vous savez là où il est maintenant? Ils sont là, Makambo et les autres, ils sont là. Ils disent que c'est des menus frétins. L'ancien ministre de la Santé est en prison. La justice pénale, c'est une justice aussi respectueuse des droits de l'homme. L'instruction pénale doit se faire de manière méticuleuse. Si on l'utilise comme une justice de vengeance, une justice de publicité, ça risque d'être une justice atteinte d'amok. Nous ne voulons pas corriger le mal par. Mais c'est quand même compliqué quand on a quand on a ceux qui sont arrêtés pour 56 millions de dollars et que d'autres sont accusés pour 200 millions de dollars. Ne vous en faites pas, soyez rassurés que personne ne va échapper de tout cela. Tout le monde répondra de ses actes. Mais seulement, j'insiste, la justice pénale ne doit pas être une justice expéditive. Elle doit être une justice froide. Les enquêtes doivent être menées de manière claire, de manière paisible et transparente pour éviter, vous savez, c'est qu'en cours quelqu'un est poursuivi dans ce domaine en matière pénale, c'est des valeurs les plus fondamentales que l'on puisse avoir sur cette terre d'homme. Et il y a lieu de mûrir les enquêtes, de s'assurer qu'on poursuit effectivement des gens concernés. Et le travail s'est fait. Ne croyez pas que les gens somnolent. Dernièrement, vous avez vu qu'il était aussi nécessaire de rétablir les institutions de l'État. Ça signifie que vous ne pouviez pas, vous dites on poursuit les gens avec une justice tordue. Vous avez vu que le président de la République a tout fait pour mettre de l'ordre dans le fonctionnement de cette justice. C'est absolument nécessaire que l'institution judiciaire elle-même fonctionne.
mais aussi vous avez constaté que l'inspection générale des finances, par exemple, a repris son activité de manière pleine. Je reviendrai et sur la que question. Les détails sont en train d'être fournis par rapport à ça. On reviendra. Et ici, il faut rappeler, vous le direz aux gens, vous les journalistes, que ce n'est pas le chef de l'État qui poursuit les gens. Séparation des pouvoirs oblige. Ça, on sait bien, mais le mérite, c'est lui. Les mérites, c'est lui toujours. Quand les mérites, c'est lui, il faut que les erreurs soient, qu'il partage aussi. Il ne faut pas qu'il soit souverain de tout et responsable de rien. Non, mais de temps en temps, moi, j'aurais voulu aussi que la société civile tente de faire pression sur le parquet comme elle le fait sur le président de la République, parce qu'il y a tellement de choses. Le parquet est saisi de beaucoup de faits et il doit poursuivre. Parce que si le président de la République commence à rappeler publiquement au parquet qu'il est saisi de tels faits, il faut poursuivre, qu'est-ce que vous allez dire? On politise la justice. Mais nous revenons sur la question. Vous savez, êtes-vous au courant qu'il y a des Congolais qui meurent en prison parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'ils n'ont pas bu? Le cas flagrant, c'est celui de Bunia. À Kinshasa, ici, on a vu des Congolais qui ne mangent pas. Vous êtes avocat, je ne rappelle pas. Vous voyez comment ces gens sont en train de souffrir, en train de vivre dans la disette la plus extrême. Mais vous en parlez pas, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Il y a 2 ans, vous ne pouvez même pas oser sortir ce propos-là. Si, on l'a fait. Hein. C'était très grave, mais nous, on a libéralisé. Les gens vont à la prison, ils peuvent même filmer, montrer tout ça. Oui, mais ça ne change pas, on filme la propriété, elle est là. C'est déjà un départ. Oui. La réflexion des prisons avait commencé et c'est vrai que les difficultés que nous avons trouvées dans tous ces domaines-là nécessitent que l'État mobilise suffisamment d'argent parce que les demandes sont énormes et nous nous attelons à la question. Nous sommes conscients de tout ça. Nous ne sommes pas venus entretenir cela. C'est parce que ça existe que nous nous sommes battus pour arriver au pouvoir pour que ça change. Ça va changer. Félix Tshisekedi, pendant la période électorale, a promis qu'il allait venger. C'est le terme qu'il a dit, que l'État allait venger. Quand il arrive au pouvoir, il dit que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié le meurtre. Je n'ai pas oublié ceci. Professeur, vous le savez, Kamona Sampou, il y a eu des Congolais qui ont été abattus. Des gens qui ont été enterrés par centaines, par milliers. Il y a eu de fausses communes à Maluku. Il y a eu la famille des Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, des Chadé et bien d'autres. Des gens qui ont perdu leurs membres de famille parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont dit oui. L'ANER, n'en parlons pas. Qu'est-ce que le président va faire pour remettre toutes ces familles qui ont perdu les leurs dans leurs droits? D'abord, combien de personnes ont dénoncé ces faits-là? Comme on a ça, moi, je vous dis que chaque jour ici, il y a des arrestations de plus. Et il y a un grand procès qui se tient à Kananga. Il y a chaque jour ici des arrestations de plus. Dernièrement, vous avez suivi qu'un suspect de l'assassinat de Floribert Chebeya a été arrêté. C'est un procès qui va s'ouvrir parce que la vérité... C'est une très bonne chose. Ça, vous ne le rappelez pas malheureusement. Toutes ces questions-là seront suivies. Je vous ai dit que la justice ne doit pas être expéditive. Il faut éviter ça. Nous sommes partisans d'une justice totale, mais d'une justice aussi juste pour tout le monde. Ben c'est le dossier des Capen et l'État et tous ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire Laurent Désiré Kabila qui ne verront jamais la lumière, disons. Non, y en a qui avaient été graciés par le président de la République. Et en cette matière, il faut dire qu'il y a la place plus précise du ministre de la Justice qui doit faire le travail. Et c'est lui qui prépare les dossiers, et parce que c'est le ministère technique en la matière. Que vous ne contrôlez pas? Non, ce n'est pas un problème de contrôler le ministre. Le président contrôle tous les ministres. Ici, contrôler ne signifie pas qu'il se mette à faire pression sur les ministres ou à imposer n'importe quoi. Les choses se font selon les normes, selon les techniques précises de ce domaine-là. Une partie importante avait été graciée. Je crois que ceux qui sont restés en prison, ils sont conscients d'avoir des problèmes de droit précis qui sont peut-être en cours d'évaluation. Ça pourrait faire que ce dossier aboutisse pour qu'il sorte. Aujourd'hui, la coalition FCC-Cash, on va dire, vos ministres, les ministres de l'UDPS et des Cash sont un peu embêtés. On va voir le ministre de l'Intérieur, on va voir le ministre de la Santé, on va voir le ministre il y a beaucoup d'autres ministères que vous contrôlez aujourd'hui, mais un peu embêtés par les autres. Si ce n'est pas le ministère de la décentralisation qui s'arroge le pouvoir d'annoncer ou d'enseigner, sinon de recadrer le ministre de l'Intérieur, on se pose la question, est-ce que vous avez encore le contrôle de la fonction, de la chose publique? Non, Christian, ministre de l'Intérieur, ministre de la décentralisation, nous sommes respectueux de l'état de droit. Vous avez appris, je crois que vous le savez, le ministre Gilbert Kankonde
a saisi le Conseil d'État dernièrement pour qu'il départage. Pour certaines personnes, ils ne devraient pas le faire. Non, 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 non. Nous sommes mal habitués. Nous avons grandi dans un système où on pense que saisir la justice, c'est une inimitié. La justice, c'est une institution de paix. Lorsqu'on la saisit, c'est pour que la paix soit rétablie entre les humains et dans la société. On dit qu'il aurait dû traiter ça dans le Conseil des Non, ministres. non, non, non. La justice n'est pas ennemie du gouvernement. Son rôle est effectivement celui-là de départager les conflits de compétences, qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, qu'il s'agisse du Conseil d'État. Et lorsque vous verrez que dans leurs compétences, il y a cette matière et que vous commencez à vous substituer. Si, par exemple, il n'y a pas de compréhension facile sur la question, on saisit le juge, c'est lui qui comprend les attributions et qu'on ne peut pas dire qu'il ne peut pas le faire. C'est pas une inimitié, ça. Il n'a pas saisi. Le juge, en fait, le juge administratif n'est pas un juge pénal. Il n'a pas saisi contre l'individu. C'est un conflit d'institution. Parlons de cette affaire, entre ces conflits. Qui a raison? Le droit penche du côté de qui? Je ne parle pas du verdict d'abord, mais scientifiquement, qui a les compétences de recenser, d'organiser la population entre le ministère de la décentralisation et celui de l'Intérieur? Mais vous l'appelez ministère de l'Intérieur. Je crois que le droit penche du côté de celui que le Conseil d'État a désigné. Oui, parce que c'est de l'IDPS de toute façon. Non, moi je suis un avocat. C'est beaucoup plus facile. Le juge, comme celui-là a statué, ça a été à l'issue des débats, de mémoire, de répliques, de dipliques, tout ça. Le juge a lu l'argumentaire des partis, il a statué, il a dit que c'est le ministre de l'Intérieur. Moi, je suis un avocat, je ne vois pas comment je venais me mettre encore ici pour te dire non, le juge a mal statué. S'il avait statué pour le ministère de la décentralisation, auriez-vous le Nous même nous serions langage? inclinés volontiers. Volontiers, très bien. Alors, le Congo central, on peut parler de la gestion maintenant au courant des provinces et bien d'autres choses. Pourquoi l'affaire du Congo central continue? Ce désordre continue, ce laxisme continue. Pourquoi? Ce n'est pas l'affaire de l'UDPS. L'affaire Congo central est devant les cours et tribunaux. Je crois qu'il y a plusieurs décisions judiciaires qui avaient été... Il y a même un arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui, ces arrêts-là, ce n'est pas le président de la République qui les exécute. Ils sont exécutés plutôt en son nom. Ça signifie que c'est du rôle du parquet d'exécuter les arrêts et que le président n'a pas d'injonction à donner à la justice. Pourtant, il est le bon fonctionnement. Il est le garant du bon fonctionnement. Bien évidemment, je ne crois pas que le président ait fait obstruction à l'exercice normal de compétences de la justice, moins encore du parquet. Cette question, elle repose, comme vous dites, qu'il y a un arrêt, elle repose sur la responsabilité exclusive du parquet qui est chargé d'exécuter les arrêts de la Cour. Pourquoi non, je sais que le parquet avait déjà amorcé l'exécution de différents arrêts ou de différentes décisions intervenues dans cette affaire. Je ne suis malheureusement pas le porte-parole du parquet. On vous accuse d'entretenir ce désordre. On dit que ça sera... On va comptabiliser ça dans les mandats de Fachi. On dirait que Fachi, sous Fachi, il y a eu un gouverneur rebelle. Mais écoutez, je dis bien, Fachi n'est jamais intervenu pour donner des orientations aux juges. Cette question est devant les cours et tribunaux. Et nous, par moralité politique, moi plus précisément comme avocat, vous n'allez pas m'imposer, vous, de devoir engager des discussions sur une question pendante devant les juges. Ça, c'est une belle excuse. Non. Pourtant, vous avez le ministère de l'Intérieur. C'est comme cela. À l'époque de Kabila, Kabila a chassé les gouverneurs, il est révoqué. Écoutez, Kabila a révoqué les gouverneurs. Vous n'allez pas vouloir que nous, on réédite ce modèle-là, surtout que... C'est la Constitution, c'est pas le modèle, c'est la Constitution qui vous permet de le faire. La quand il y a un désordre. Constitution précise les règles et les domaines. La Constitution ne dit pas tout désordre. Mais ça, c'est un désordre fonctionnel. Voilà. La Constitution ne dit pas ça. Mais ici, bien évidemment, pendant que le juge instruit, c'est l'article 151 de la Constitution, le pouvoir exécutif auquel appartient le chef de l'État n'a pas la qualité d'interférer dans l'instruction du juge. C'est une belle excuse. On va passer cette question. Revenons maintenant sur les questions de votre gestion, encore une fois. Monsieur le professeur, je voudrais vous poser une question qu'un Congolais se poserait. Quand on a élu Félix Tshisekedi, c'était pour qu'il mette de l'ordre dans la fonction publique, dans la gestion
quotidien des choses. Et que ces ordonnances ne soient pas des ordonnances contestées, sujettes à débat, et ainsi de suite. Mais nous avons comme l'impression, sur 10 ordonnances du chef de l'État, 9 ont été contestées. Et il y a eu de bruit, comme pour dire qu'il y a eu violation de la Constitution. On se pose la question, est-ce que l'UDPS a des professeurs? Est-ce que l'UDPS a des experts sur la question? Est-ce que les décisions du président sont-elles discutées en amont avant de tomber dans la disgrâce comme on est en train de le voir aujourd'hui avec toutes les ordonnances? Christian, moi je peux t'affirmer que depuis que Félix Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo, aucune de ces ordonnances n'a été contestée. Pourtant, toutes ont été contestées. J'ai dit aucune. Donnez-moi une seule preuve d'une ordonnance du président qui a été contestée. Il y a une qui a fait une année sans être exécutée. Ça, vous le savez. J'ai dit aucune ordonnance du président de la République n'a été contestée. La contestation des ordonnances du président de la République s'est faite devant les juges. Soit lorsque elles sont soupçonnées de violer la Constitution, c'est la compétence du juge constitutionnel, plus précisément en matière de ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité. Il est inscrit au titre 4 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle à partir de l'article 43 de cette loi. Et la contestation s'est faite devant le juge. Soit on estime que les ordonnances sont prises en violation de la loi, et elle s'est faite devant exactement le juge, cette fois-là le Conseil d'État. Mais moi, je ne connais pas jusqu'ici une seule ordonnance du chef de l'État qui a été entreprise devant le juge. Oui, peut-être pas devant le juge, mais dans l'opinion. L'opinion, vous n'avez même pas comptabilisé pour savoir combien de personnes contestent par rapport à ceux qui sont d'accord. Mais quand ça sort et ça, vous ne pouvez pas qualifier ça quand même des contestations. Non, non, non. Je crois que les susceptibilités sont parfois touchées lorsque les gens auraient voulu que le président de la République soit un commis au service de telle ou telle autre personne, et ils constatent que c'est pas le cas. C'est normal que les susceptibilités soient touchées. Mais jusqu'ici, moi, je ne connais aucune ordonnance du président de la République qui a été contestée. Pourtant, il y a eu beaucoup de débats sur cette question. Si les débats, c'est des débats démocratiques. Oui. C'est des débats démocratiques. Qu'on n'avait pas vu à l'époque de Kabila, en tout cas. Oui, mais comment vous allez comparer un fonctionnement régulier des institutions dans une démocratie à une époque sombre comme celle-là? Le président Tshisekedi, c'est un président issu de l'UDPS. Nous avons prôné l'état de droit et la liberté d'expression. Il est normal que chacun passe à la télévision, dise le président a fait ceci, le président a fait ceci. Mais ce n'est pas de notre droit de dire. Mais texte à l'appui. Voulez-vous qu'on parle d'une ordonnance? On va en parler, pourquoi pas? Très bien. Parlons-en de l'ordonnance des anciens, disons, des juges. Umbu et, je crois. Umbu et Kilomba. Umbu et Kilomba. Ouais. C'est un véritable débat aujourd'hui. Vous avez suivi certainement, les constitutionnalistes, ils se font la guerre quand même. Il y en a qui estiment que les juges ne peuvent quitter cette fonction que quand ils sont morts, ou quand ils ont démissionné, ou quand ils ont demandé le départ. Mais là, il n'est pas question de ça. Donc, ces juges sont en vie, ils n'ont pas demandé d'être changés, ils n'ont pas demandé d'être permutés, mais le chef de l'État a estimé qu'il fallait interrompre leur mandat, qui courait déjà, pour le remplacer, sans aucun tirage de sort. Et ainsi de suite. C'est leur postulat. Que répondez-vous à ces gens-là? Vous savez, Christian, si la Constitution n'était que ce texte que nous tenons en main, on n'aurait pas institué toute une juridiction pour l'encadrer. La Cour constitutionnelle, vous voyez, on institue toute une juridiction, on met en place cette Cour constitutionnelle pour encadrer ce petit texte. S'il était lisible de la manière que nous le lisons nous tous chaque jour ici, on n'aurait pas besoin d'une Cour constitutionnelle. Si on a placé cette Cour, c'est exactement pour l'encadrement de cette Constitution. Et le droit constitutionnel lui-même, il s'inscrit dans un foisonnement de plusieurs sources. Il n'a pas pour source que ce texte que vous voyez. Il y a plusieurs sources, parmi lesquelles les coutumes constitutionnelles, comme on les appelle. Non, les magistrats ou les juges ont été nommés, permittés ou révoqués, tout ce que vous dites là. Il est nécessaire que l'on fasse un distinguo entre les deux. Quelle est l'ordonnance qui pose problème? Celle qui nomme les juges à la Cour de cassation ou celle qui nomme les autres juges à leur place au Conseil, à la Cour constitutionnelle? Le deux, il paraît. Si les deux posent problème, et cela est à mettre sous la charge de qui? Du président de la République. Non. Le président de la République, article 82 de la Constitution, vous pouvez lire. 82.
D'accord, 82. Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question alinéa précédent sont contresignées par le Premier ministre. Alors, il a nommé sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ça signifie que dans ce domaine précis, le président de la République a une compétence liée. Ce n'est pas le président de la République qui désigne les juges. C'est vrai qu'à la Cour constitutionnelle, il lui est dévolu la compétence de désigner 3 juges. Mais les juges en discussion ne sont pas des juges désignés par le président de la République, c'est des juges désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et ils sont 2. Le président a constaté tout simplement que le Conseil supérieur de la magistrature, qui a le pouvoir de proposer les nominations des magistrats que le président nomme par ordonnance, compétences liées, avait proposé 2 magistrats, 2 juges de la Cour constitutionnelle comme magistrats à la Cour de cassation, comme président de chambre à la Cour de cassation. Ce n'est pas le président a signé l'ordonnance. Mais l'article 150 n'est pas d'accord avec vous. Nous y allons, on va arriver à l'article 150. D'accord. Et que l'autre nomination intervenue à la Cour constitutionnelle, c'est une conséquence d'une nomination précédente, laquelle a créé une vacance à la Cour constitutionnelle. Parce que le président a constaté que les 2 juges sont partis à la Cour de cassation, il n'appartenait pas au président de la République de poser la question au Conseil supérieur de la magistrature, pourquoi les 2 juges sont partis à la Cour de cassation. Le président a une compétence liée en cette matière, il l'a nommé. Et à la suite, qu'est-ce qui intervient? Il y a vacance à la Cour constitutionnelle. Maintenant, la question de savoir si les 2 juges ont démissionné ou si les 2 juges, c'est pas une question à poser au président de la République. Le président constate tout de même que le même Conseil supérieur de la magistrature, qui est propriétaire du quota de 2 juges à la Cour constitutionnelle, lui propose 2 autres juges en remplacement de 2 juges nommés à la Cour de cassation. Et de même que pour la Cour de cassation, pour la Cour constitutionnelle, le président a une compétence liée. Et s'il y a violation de la Constitution, ici, en matière ici précise, ce n'est pas le président qui a violé la Constitution. Vous avez suivi le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. La question lui a été posée sur ce débat ici. Il a non seulement affirmé que ces nominations sont régulières parce que, ayant été acceptées par les juges eux-mêmes, cette acceptation, si vous avez besoin d'en connaître les fondements, allez au Conseil supérieur de la magistrature. Mais aussi qu'il n'a pas nié que le Conseil supérieur a proposé aux nominations. On veut bien. Ces gens-là. Que répondez-vous par rapport à l'article 250? Voilà ce que l'article 250 dit. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Une loi organique fixe les statuts du magistrat. Mais quelque part, on dit le magistrat du siège est inamovible. Pourquoi les avoir bougés s'ils sont inamovibles? Il faut tout lire. Pourquoi tu t'arrêtes là? Non, mais d'abord, il y a un point. Lis tout. Que je continue? Oui. D'accord. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Là, ça vous arrange un peu, je comprends l'impression. Mais l'inamovibilité du juge, il y en a qui se basent sur ça. Non, je dis, oui. Mais la Constitution tranche. Il est inamovible. Oui. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle, ou à sa demande, ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Ici, nous sommes dans le cas d'espèce. Oui. Moi, je vais mettre de côté ce débat ici. Les juges de la Cour constitutionnelle ont un statut particulier qui n'est pas forcément celui décrit par cet article. Mais l'évidence ici, c'est de quoi? Il y a une incise ici, ou à sa demande. Cette demande, je ne crois pas que les juges l'aient formulée forcément au chef de l'État. Ça, c'est vous, il appartient à ceux qui contestent de vérifier. Mais nous savons que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas contesté le respect de cette procédure ici. En effet, lorsque vous regardez dans l'exercice même de cette pratique-là, au plan coutumier, nous avons fait toute une législature ici. Nous avons des précédents en cette matière-là. Nous avons le cas Vundo Tepemako qui était juge à la Cour constitutionnelle. Lorsque vous vérifiez dans les principes qui dictent
les statuts de magistrats, vous allez constater que Vundao n'avait pas démissionné. Ses compétences, ou plutôt ses fonctions n'avaient pas pris fin à la Cour constitutionnelle. Vundao a été nommé au Conseil d'État. Parce que le pasteur Théodore Ngoyi, qui insiste sur cette question, il dit non, les juges, lorsqu'ils quittent la Cour constitutionnelle, ils doivent attendre 2 ans, ils ne peuvent pas exercer d'autres fonctions publiques. Il le dit, mais il ne dit pas comment Vundao est parti de la Cour constitutionnelle vers une autre fonction publique. Donc, est-ce que la procédure de Vundao a été régulière? Maintenant, avant de l'évoquer, vous devez savoir si elle est régulière. Si elle n'était pas régulière, c'est par là qu'il faut commencer. Pourquoi on sélectionne des cas? Commençons par la procédure Vundao. Non, mais comment on va commencer par une procédure fausse si elle est mauvaise? Non. Pourquoi vous allez commencer par là? Vous êtes dans le camp du changement, vous êtes venu pour changer. Vous n'êtes pas venu pour recopier les erreurs. Vous savez, ce n'est pas un pomme d'erreur. Oui. Le président de la République a tout fait ici. Vous constatez que le pouvoir judiciaire s'autogère. Dans l'affaire Luamba, qui ont signé le PV de constat de la démission de Luamba? C'est des juges constitutionnels parmi lesquels Kilomba et Ouboulou. Mais vous avez vu que les mêmes là, aujourd'hui, dont leur avocat, le pasteur Théodore Ngoyi, il nie l'affaire. Ici, lorsque on me pose la question sur la procédure Vundao était régulière, je crois qu'il faut qu'on reste juste pasteur Théodore Ngoyi, parce que lui ne dit pas qu'il est seulement avocat de Ouboulou et Kilomba, il dit qu'il est un Congolais épris de justice qui veut que les lois soient respectées. Alors, avant d'aller plus loin, parce que ici, si on peut estimer que c'est un précédent, positif ou négatif, qu'on commence par là. Mais, par quelle procédure Vundao est parti de la Cour constitutionnelle vers le Conseil d'État? Mais c'est là le problème. Donc, si les gens ont volé, vous, au lieu d'échanger, vous allez d'abord commencer par voler aussi. Nous n'avons pas volé, Christian. Vous savez, le titre 4 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle est intitulé « Des compétences au pluriel ». Pourquoi des compétences au pluriel? Parce qu'il décrit les matières pour lesquelles la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo peut agir, ou dans lesquelles elle peut agir. Entre autres matières, le contrôle de constitutionnalité, le règlement de compétences, la compétence pénale du chef de l'État, tout ça. Ce n'est pas pour rien que ces juridictions sont instituées. Elles sont instituées pour que les actes, comme on dit, le pouvoir arrête le pouvoir, que les actes, y compris ceux du chef de l'État, soient soumis à la censure, afin qu'ils ne déroutent pas, mais malheureusement, afin qu'ils ne dérivent pas. Est-ce qu'il y a un acte du président qui a déjà été présenté à la censure? Qui interdit à qui de soumettre ces actes à la censure? Et parce que vous ne le faites pas vous-même? Nous ne pouvons pas le faire, nous ne voyons aucune violation. Mais il y a le pasteur Théodore Ngoyi et l'honorable Martin Fayoulou qui ont vu des violations de la Constitution. Il ne veut pas qu'on l'appelle honorable, il veut qu'on l'appelle président élu. Le président de la République, bon, tu veux que je l'appelle président élu? Bon, le président élu. Comme tu veux que je l'appelle comme c'est ce qu'il ça l'arrange qu'ils bon, mais lui, le président élu, il prône la destitution d'un président. C'est tout à fait complexe. Non, on en parlera. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une question. Voici ce que Mozuto dit. Mozuto pense que le chef de l'État veut être un nouveau tyran. Il aime tellement la tyrannie qu'il voudrait instituer le pays en tyrannie, en tyrannie, pour que lui s'octroie ou se donne des faveurs, s'accorde les faveurs d'une justice, d'une cour constitutionnelle. Il dit en des termes, Bango pe balingi bazala na cour constitutionnelle na Bango. Non. Nous avons un nouveau dictateur. Ce n'est pas la culture de Tshisekedi. Christian, tu sais de qui est composé le Conseil supérieur de la magistrature? Allez-y. Le président de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous vous disons ici que le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature ne conteste pas les ordonnances du président. Il ne conteste pas que ces ordonnances sont issues d'une délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, parce qu'on dit qu'il est acquis à votre cause. Mais le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est qui? C'est le président de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas Tshisekedi qui l'a nommé. Oui, mais non, vous l'avez acheté ou vous l'avez pris? Nous l'avons acheté avec combien? Oui, avec des faveurs, tout ça, des promesses. Ça signifie que vous n'allez pas imputer ce genre de légèreté au président Tshisekedi qui veut moraliser la vie publique. C'est pas nous, mais ce sont vos détracteurs. Ici, ce sont eux qui estiment que... Ici, voici ce qui se passe. Oui. Nous sommes devant des faits. Le président a pris des ordonnances, en tout cas de manière régulière,
nous disons ceci. Si quelqu'un estime que ces ordonnances ont violé la Constitution de la République, l'article 43 de la Cour, du statut, plutôt de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, permet que ces ordonnances soient entreprises devant les juges constitutionnels pour autant qu'elles sont considérées en tant que telles comme relevant du domaine réglementaire. Je vous ai dit l'article 162. L'article 162 de la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 162, alinéa 2. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Alors, on ouvre le champ, on dit toute personne. Ça signifie quoi? C'est que la Constitution de la République a fait que les actes des autorités administratives, des autorités politico-administratives, soient soumis au contrôle du juge. C'est pour éviter ce que Mouzitou dit là. Et ce contrôle est soit a priori, soit a posteriori. Lorsqu'on parle du contrôle a priori, c'est-à-dire quoi? Ces actes avant leur promulgation, avant leur publication, avant leur exécution, sont préalablement soumis au juge pour qu'il regarde est-ce qu'ils sont bien faits. C'est ça le cas des actes prévus par l'article 145 de la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 145 de la Constitution, vous allez trouver exactement, on dit ici, alinéa 2, ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle, qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution. Ok? Ça signifie que la Cour constitutionnelle dira d'emblée, non, ces actes dérogent à la Constitution, on ne peut pas les promulguer ou les publier. C'est un contrôle a priori. Il y a le contrôle a posteriori, c'est celui-ci de l'article 162 de la Constitution. Ça signifie que le président de la République, en prenant des actes, ces actes peuvent comporter des erreurs, qui sont des erreurs soit de droit, soit de fait. Les erreurs de fait portent notamment sur l'appréciation des éléments matériels et techniques sur terrain. L'exemple du tracé de la frontière, d'attribution, de concessions, ainsi de suite. Ça, c'est des erreurs de fait. On peut parler de 130 hectares alors que c'est 1300 hectares. Ce sont des erreurs de fait. Les erreurs de droit, c'est des erreurs qui portent sur l'interprétation et l'application de la règle de droit. Alors, cette fois-là, on les soumet au contrôle de la constitutionnalité. Exactement en aval. Le président a signé les ordonnances. Il n'est pas un dieu. Ces ordonnances peuvent comporter des erreurs. C'est comme ça que le constituant dit, lorsqu'il y a des erreurs, qu'est-ce que vous faites? Il faut soumettre ça au contrôle du juge. Qui doit soumettre? Oui. Toute personne, y compris vous, Christian. On ne peut pas scier les côtes des gens, tordre les oreilles des gens, pendant que chacun détient entre ses mains une arme efficace, laquelle peut lui permettre de faire annuler les ordonnances du président de la République si elles comportent des violations substantielles à la Constitution. Pensez-vous qu'on peut arriver à annuler une ordonnance du président de la République? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ça s'annule. Et sinon, vous doutez même de l'État lorsque vous doutez qu'on ne peut pas annuler les ordonnances du président de la République. Non, mais parce qu'on vous accuse de faire de votre coup de la Cour. Non! Cet instrument est entre les mains de tout Congolais. J'ai lu. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Mais ça ne veut pas dire que toute personne aura gain de cause. Non. Oui, on peut saisir. Et vous imputez cela à qui? À l'UDPS? Au fonctionnement. Vous imputez au président de la République? Non. Est-ce que le président de la République vous a dit qu'il ne saisissait jamais la Cour? Non. Vous a-t-il dit à la Cour de ne jamais se prononcer, statuer? On dit, je vous oppose le propos d'un acteur politique qui estime que vous voulez faire de la Cour une cour pro-Tshisekedi. J'ai dit que nous avons trouvé tous ces juges-là en place. Le Conseil d'État, qui est aussi compétent de connaître des actes du chef de l'État, parce que ce sont des actes administratifs. Est-ce que ça vous a fait peur? Il est compétent s'il y a violation des lois, comme il cite les lois qui ont été violées. Le Conseil d'État est là, il est dirigé par le professeur Bundowe, que nous avons trouvé, qui avait été nommé par Joseph Kabila. C'est un personnage d'une probité morale qui n'est pas suffisamment contesté aujourd'hui. Ils peuvent aller devant le Conseil d'État pour alléguer ces violations
de la loi par les ordonnances du président de la République. Voilà qu'à ce niveau-là, on n'a pas le courage d'aller affronter le juge, de lui dire que Tshisekedi a violé la Constitution. On passe tout son temps dans des télévisions en train de vilipender gratuitement la République et de jeter de l'opprobre sur l'image du Grand Congo à travers le monde. Maintenant, l'autre problème qui se pose, c'est celui que nous avons soulevé avec le pasteur Théodore Ngoï. Si on parle de violation de la Constitution, il faut aller plus loin. Ils disent que Tshisekedi a violé la Constitution. Pas seulement violé, mais violé intentionnellement. Ouais. Vous comprenez qu'il y a une grande différence entre violation de la Constitution et violation intentionnelle. Mais ils ne vous disent pas c'est quoi une violation intentionnelle de la Constitution et c'est quoi la différence avec simple violation. Dites-nous. Parce que en matière de violation de la Constitution, il y a des possibilités. Si la Constitution est tout simplement violée par le président de la République, le titre 4 ici de la loi organique portant organisation de la Cour constitutionnelle pose le principe de contrôle de constitutionnalité. C'est une compétence de la Cour différente de la compétence de la Cour en matière du contrôle lorsqu'il s'agit de la compétence sur la violation intentionnelle de la Constitution, qui est une compétence pénale de la Cour constitutionnelle. C'est une exception, en fait, du juge constitutionnel, un juge pénal, lorsqu'il s'agit du chef de l'État. Quand est-ce qu'on tombe dans une violation intentionnelle? C'est ce qu'ils ne vous disent pas. Christian, même si nous voulons faire de la grammaire, on quitte le droit. Comment un acte que le chef de l'État signe, lui-même est conscient que lorsque je signe cet acte, il y aura un contrôle après moi. Comment il peut violer intentionnellement la Constitution avec cet acte? C'est pas pour rien qu'on a mis ça dans la loi. C'est qu'il s'agissait. Il y a bien évidemment des cas comme ça qui peuvent arriver. Oui. Mais lorsqu'il y a un contrôle, vous savez qu'il y a un contrôle. Comment la violation peut être intentionnelle? Parce que vous savez que ce que j'ai fait sera corrigé. À partir de quel moment l'infraction est, la violation est intentionnelle? Voilà, la violation intentionnelle porte sur les erreurs de fait, pas sur les erreurs de droit. J'ai expliqué ça au pasteur Théodore Ngoï. L'unique possibilité qu'une violation intentionnelle porte sur l'erreur de droit, c'est la possibilité qui est inscrite à l'article 145 de cette constitution ici. Ça signifie quoi? Là où le contrôle est a priori, ça signifie que le président de la République, qui est soumis de soumettre préalablement les ordonnances au juge, ne l'a pas fait. Et qu'il tient à les faire exécuter de force. Là, la violation devient intentionnelle. Mais pour tous les actes du chef de l'État soumis au contrôle a posteriori, il ne peut pas y avoir de violation intentionnelle. Parce que le président peut signer une ordonnance, même avec toutes les fautes possibles du monde ici, au plan du français, au plan de l'ordonnancement législatif ou constitutionnel, au plan d'évocation des textes, ainsi de suite, ou au plan des stipulations. Cette ordonnance peut commettre toutes ces fautes-là, qui sont des erreurs de droit. Il y a un spécialiste qui est fait pour les corriger. Dès que tu liras, tu constates qu'il y a une erreur de cette nature-là, c'est une erreur de droit, tu vas soumettre ça à la compétence du juge constitutionnel. C'est l'article 43. Et l'article 43 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et l'article 162 de la Constitution de la République. Mais ils sautent tout ça, ils vous amènent à l'article 166. Ils vous disent mise en accusation du chef de l'État. C'est là qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Ça vous a fait peur, on dirait. Ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur parce que c'est prévu par la Constitution. Mais lorsqu'il faut mettre en accusation le chef de l'État, ce n'est plus en cette matière ici. Est-ce que c'est une initiative parlementaire ou judiciaire? Non, je vais y aller. Je dis lorsqu'il faut mettre en accusation le chef de l'État, ce n'est plus en cette matière. Les ordonnances du chef de l'État ici, si elles peuvent être de la compétence du juge constitutionnel, ce n'est pas la compétence du juge constitutionnel comme juge pénal, mais c'est plutôt la compétence du juge constitutionnel comme juge du contrôle d'inconstitutionnalité. Et c'est pourquoi vous lisez le titre là, il est intitulé « Des compétences au pluriel ». Ça signifie en fait que la Cour constitutionnelle, elle est là, elle n'agit pas veille que veille toutes les matières, encore que les règles en matière de compétences, de recevabilité des procédures, des cours et tribunaux, j'ai dit au pasteur Théodore Ngoï, ce sont des règles d'ordre public. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans ces conditions-là, vous mettez veille que veille les compétences. Non, vous irez devant la Cour et va vous dire « je ne suis pas compétent ». Parce que la compétence du contrôle de constitutionnalité plutôt, elle est du pouvoir de toute personne. Chacun peut saisir la Cour constitutionnelle. Mais la compétence qu'ils évoquent là,
elle est exclusive. Elle est du seul pouvoir du procureur général. Je vais recevoir le professeur Njoli, le professeur Isambo, pour aussi avoir un peu leur point de vue, pour voir s'ils disent la même chose que vous. Vous voulez me recevoir avec eux? Non, non, je vais d'abord le recevoir séparément. Et puis, on va vous recevoir aussi ensemble. Moi, je pense que vous pouvez aussi appeler tout le monde ici pour un grand salon de 3 heures, que chacun parle et qu'on s'entende. Pourquoi pas? Je crois que ça va être... Ça se fait aussi comme ça. Faites un grand salon de 3 heures ici, appelez les politologues, appelez les juristes, on se retrouve ici. Alors, maintenant, lorsque vous dites, là, c'est pour la question de conséquences de la procédure. Oui. Imaginons maintenant que le chef de l'État ait violé intentionnellement la Constitution. Imaginons. Parce que je vous dis déjà que Pasteur Théodore, qui est un enseignant, devrait dire à nos étudiants, c'est quoi la différence entre violation de la Constitution et violation intentionnelle de la Constitution. Parce que toutes violations sont de la compétence du juge. Mais de quelle compétence? La violation de la Constitution est de la compétence du juge comme juge de contrôle de constitutionnalité, alors que la violation intentionnelle est de la compétence du juge comme juge pénal du chef de l'État. Lorsqu'elle est de la compétence du juge comme juge de constitutionnalité, elle est saisie par toute personne qui veut. Mais lorsqu'elle devient de la compétence du juge constitutionnel comme juge pénal, elle n'est saisie que par le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Très bien, on a compris. Et cette fois-là, on vous dit clairement que le procureur, lui, ne reçoit pas les plaintes. On ne le saisit pas par plainte. On le saisit plutôt par dénonciation. Vous allez vous déposer vos dénonciations, ou même c'est des plaintes, vous déposez chez lui. Ce n'est pas à la Cour comme le pasteur prétend. Il a même dit que la Cour constitutionnelle peut être saisie par citation directe. Ça, je n'avais pas compris. Mais il l'a dit sur Télé 50. La nation tout entière a entendu qu'un professeur de droit pénal a dit à nos étudiants de toute la République ici qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle par citation directe contre le chef de l'État. Mais le chef de l'État, c'est un privilégié des juridictions qui tont toutes les considérations possibles. Même moi ici, qui ne suis qu'un député provincial, qui ne suis qu'un professeur d'université. Parce que comme professeur d'université, il y a une jurisprudence de la Cour d'appel de Mboujmaï, l'unique jurisprudence qui est pratiquée aujourd'hui avait rendu que le professeur d'université est directeur de l'administration publique. Et donc, en cette qualité, on ne peut pas le citer direct. On ne peut que la traire en justice par citation à prévenir. Mais Pasteur Théodore, professeur de droit pénal, il dit à nos étudiants à travers le pays ici que non, non, le président de la République peut être attrait en justice par le Congrès, par citation directe. Mais la Cour suprême de justice, en 1987, avait tranché ce débat dans l'affaire Maître Mbouimbi et Tanaï contre ministère public sous R1585, je crois. La Cour avait dit qu'un privilégié de juridiction, on ne peut jamais la traire en justice par citation directe. Très bien. C'est là qu'implique la confusion que Maître Théodore veut imprimer dans les têtes de nos étudiants. Nous voulons évoluer. Alors, parlons de la mise en accusation. Je posais la question si elle était une procédure parlementaire ou une procédure judiciaire. Elle est une procédure judiciaire. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, il prévoit en son article 61 que le procureur général reçoit les plaintes et les dénonciations. Lorsqu'il les reçoit, il les apprécie. Il apprécie les faits. Éventuellement, il enquête. Après les enquêtes, s'il estime devoir poursuivre, ça c'est l'article 62. Il y a l'article 101 de la loi. Oui, j'ai pas du règlement intérieur. On va donner les correspondants dans la loi. S'il estime devoir poursuivre, et là, il faut que le professeur Théodore Ngoï retienne, parce que c'est un pénaliste. Lorsqu'on dit... Vous lui répondez? Non, pas seulement. Oui. S'il estime devoir poursuivre, ça renvoie à un principe sacro-saint du droit pénal, l'opportunité de poursuite. Le procureur, lorsqu'il est suivi, lorsqu'il est saisi, il ne suffit pas de le convaincre que l'infraction existe. Parce que l'infraction peut bien exister, il apprécie l'opportunité de poursuite. Les dégâts à réparer, par exemple, sont-ils équivalents aux dégâts que causeraient les poursuites
d'un chef de guerre. C'est des exemples que je donne. Est-ce qu'en poursuivant un chef de guerre, parce qu'il a commis des crimes, on réparerait mieux qu'en le laissant en liberté? De peur de commettre plus de dégâts. Plus de dégâts que ça. Ça, le procureur, parce qu'il est patron de l'ordre public, il apprécie. C'est ce que dit l'article 62 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Et là, on dit, s'il estime devoir poursuivre, qu'est-ce qu'il fait? Il adresse aux deux présidents de chambre une lettre dans laquelle il demande l'autorisation de poursuivre le chef de l'État. Cette autorisation, c'est quoi sa portée juridique? C'est une levée de l'immunité. Ça n'implique pas que le Congrès devient un partenaire du procureur dans la poursuite du chef de l'État. Non, non. Le Congrès lève la protection péremptoire dont bénéficie le chef de l'État en matière de poursuite judiciaire. Pour le permettre de répondre. Pour dire donc à Tikali Moto, vous pouvez le poursuivre. Donc il devient un homme, vous pouvez le poursuivre. Ça s'arrête là. Le Congrès n'est pas un partenaire du procureur. Le Congrès ne fournira pas de preuves. Rien. Alors, rien. Rien. Ne sera pas participant. Ce n'est pas un participant du procureur. procureur. D'ailleurs, lorsque vous dites qu'il ne sera pas participant, j'ai rappelé, lisez l'article 106 de la loi organique. Cet article vous dit qu'il n'y a pas de constitution de partie civile. Lorsqu'il lève l'immunité du chef de l'État, il le retourne entre les mains du procureur. Que dit l'article 63 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle? L'article 63 dit qu'il a l'autorisation de poursuivre, c'est la procédure ordinaire qui s'applique. Oui. La procédure ordinaire, en quelle matière? En matière pénale. C'est la procédure pénale qui s'applique. Laquelle veut que le procureur enquête, qu'il instruise le dossier, qu'il s'imprègne de suffisamment d'informations. Pendant ce temps, le président continue à... Tout cela peut lui prendre 10 ans. Ça peut lui prendre 20 ans. Encore, mais il n'a pas de limite en la matière. Pendant tout ce temps, il est toujours président. Le président est président de la République. Et il pose les actes comme... Il est président de la République. Le procureur, lui, mène son instruction avec des méthodes ordinaires de l'instruction pénale. C'est seulement s'il estime qu'il a suffisamment d'informations et qu'il a décidé effectivement d'attraire le président devant le juge, qu'il établit un rapport de ses enquêtes. Il envoie ce rapport-là au Congrès. Pas pour demander au Congrès d'apprécier avec lui le rapport, mais pour demander au Congrès l'autorisation de mise en accusation. De présenter le président devant le juge. Devant le juge. Et cette gymnastique peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. Cette gymnastique peut prendre 25 ans, ça peut prendre 50 ans. C'est une gymnastique que ça peut prendre autant de temps que mais c'est que le législateur n'a pas dit. Comment ça se passe si le président n'a que 5 ans et que les poursuites, tout le reste ont pris plus de temps que 5 ans? Et que le président non. En fait, il y a deux aspects. Oui. Il y a l'infraction. Lorsqu'elle s'est cristallisée, on poursuivra. Même après parce que le président aura commis la haute trahison, l'infraction se poursuivra. Même après le mandat. Mais c'est la sanction qui diffère. Il y a deux sanctions à l'issue de l'instruction. Lorsque le juge finit l'instruction, il condamne le président à perpétuité. Ça, même après le mandat, l'infraction s'est cristallisée. D'accord. Mais si c'est après le mandat, c'est la conséquence qui n'est plus là. Parce que c'est après que le juge constitutionnel déclare la destitution du président de la République. En ce moment-là, il n'est plus président, donc vous n'allez pas le destituer parce qu'il aura fini. Donc, ceux qui vous disent que le Congrès va se réunir pour destituer le président de la République, c'est des gens qui veulent ressasser des fibres politiques pour alerter inutilement la population qui est occupée à suivre autre chose. En plus, pour terminer ce débat, Christian, le pasteur Théodore Ngoy, il se promène dernièrement avec le règlement intérieur du Congrès, dans lequel il montre aux gens, il dit, regardez, l'article 30 du règlement intérieur du Congrès dit que pendant les débats, le Congrès va convoquer le chef de l'État pour l'entendre et le chef de l'État doit se présenter avec ses avocats. Il a dit ça, c'est très grave. C'est possible. Et curieusement aussi, cette incise est dans le règlement intérieur du Congrès. Voici les conséquences. Premièrement, je note que même si cela peut être normal,
ce n'est pas que le Congrès se saisit d'une éventuelle violation de la Constitution par le chef de l'État. L'article 29 précise qu'il est saisi par le procureur général. Pendant les débats, le président de la République se présente. Mais cette autre incise du président de la République se présente, c'est une incise supposée non écrite. Pourquoi elle est non écrite? Mais c'est parce que le juge s'est déjà prononcé sur le rôle du Congrès dans ce domaine-là. C'était en 2007. La Cour suprême de justice, qui répondait à cette question-là, avait exactement dit que si le Congrès commence à jouer ce rôle, ça signifie qu'il viole la loi pénale. Naturellement. Naturellement, oui, il viole la loi pénale. Il ne peut donc être compréhensible que le Congrès entende qu'il écoute le président de la République. C'est qu'il aura institué une procédure judiciaire propre au Congrès, alors que le même article 151, l'article 152 que nous avons lu ici, interdise au Parlement d'interférer dans l'instruction judiciaire. C'est de cette façon-là. J'imagine même que par une certaine malice, ils ont tenté d'insérer dans le nouveau règlement encore cette incise-là, mais c'est une disposition supposée non écrite. Quelles sont les conséquences? Parce qu'il n'y a pas de conséquences. À propos du règlement intérieur de l'Assemblée, la question a été posée et au juge, plus précisément le Conseil constitutionnel français, qui a dit que c'était un règlement intérieur de l'Assemblée. Il n'a de fait vis-à-vis des tiers. Ce n'est pas opposable à tous. Non, il n'a de fait vis-à-vis aux tiers que pour autant qu'il soit en rapport avec l'activité de l'Assemblée. Mais en dehors du rapport avec l'activité de l'Assemblée, c'est une affaire entre députés. Ça ne peut pas, on ne peut pas imputer aller l'opposer à la Cour constitutionnelle, tout ça. C'est une affaire entre députés. Lorsque la Cour constitutionnelle congolaise a connu de cette question du même genre, c'était en 2015, elle avait été saisie par l'honorable Delis Sanga et un groupe de députés. C'était pour opposer une valeur consacrée par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et une valeur consacrée par la Constitution. La Cour a répondu à cette question. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre avaient entendu. La Cour a dit qu'elle ne peut pas vérifier la valeur d'une motion incidentielle. Parce que la motion incidentielle, elle est consacrée par un règlement intérieur de l'Assemblée. Qui ne concerne que un document que la Cour n'a même pas d'intérêt à ouvrir. On l'a placé de côté. La Cour a dit, je n'ai même pas besoin de... Parce que moi, je ne peux pas l'utiliser. Ce document-là, c'est pour l'intérieur de l'Assemblée. Ça s'arrête là. C'est pourquoi moi, je ne peux pas l'ouvrir. Moi, ici, moi, Cour, je connais seulement la motion de défiance. Parce qu'elle se trouve dans la Constitution. Celle qui est dans le règlement intérieur, c'est une disposition, pour moi, la Cour, supposée non écrite. Très bien. Comment les gens ne retiennent pas? Et lorsqu'ils viennent ici, ils vous ouvrent encore le règlement. Mais lorsqu'on dit droit, Pasteur Théodore m'a dit, la connaissance du droit, c'est la connaissance des sources des droits. Mais la connaissance des sources des droits, il faut faire la différence. En droit interne, à la différence du droit international, les sources sont hiérarchisées. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. En droit international, les sources sont égales. En droit interne, les sources sont hiérarchisées. Et on commence par la Constitution. Pour autant qu'on ne l'a pas épuisé, on n'ouvre pas un autre document. Les prescrits de la Constitution sont impératifs vis-à-vis de toute autre disposition, de toute source de droit. Lorsqu'on quitte la Constitution, on va dans la loi. La loi d'abord, comme Capita disait. La loi d'abord. Vous quittez la Constitution, vous allez dans la loi. Vous ne pouvez pas quitter la Constitution, vous allez dans le règlement. Non, non. Ouvrez la loi, qu'est-ce que la loi dit? C'est seulement dans l'hypothèse où la loi est soit silencieuse ou qu'elle renvoie à un règlement que vous irez dans le règlement. Vous ne pouvez pas dire, vous quittez la Constitution. Et ici, encore, nous parlons de quelle loi? De la loi organique. La loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle de 2013, c'est une loi organique. Parce qu'elle ouvre une brèche pour compléter la Constitution en matière de poursuite contre le chef de l'État. Son titre 4 s'intitule de la procédure. De la procédure, quelle procédure? La procédure pénale devant la Cour constitutionnelle lorsqu'il s'agit du chef de l'État. La loi dit voici comment ça s'est fait. Maintenant, comment toi tu sautes une loi organique? La loi organique, c'est en fait un complément de la Constitution.
tu sortes une loi organique, tu vas trouver, je dis bien, une disposition non écrite dans un règlement intérieur. Ça, on a compris. Tu viens la brandir pour dire non, le règlement a dit que le président se présente avec ses avocats. Mais l'un des interdits du régime semi-présidentiel, c'est exactement celui-là. Pour quelqu'un comme le pasteur Théodore Ngoï, moi et lui, nous avons l'avantage d'avoir étudié et le droit et les sciences politiques. Mais comme politologue, nous avons une arme efficace. C'est le cours de régime politique contemporain, qui est un grand cours en sciences politiques, qui donne des caractéristiques du régime semi-présidentiel que nous utilisons chez nous ici, lequel régime interdit toute possibilité que le chef de l'État se présente devant le Parlement pour s'expliquer devant les élus. Et l'unique possibilité de rencontre entre le président et les parlementaires, lors de son audition, c'est lors de son discours sur l'état de la nation. Ça s'arrête là. Il n'y a pas Un discours sans débat où ils n'ont que l'unique possibilité d'applaudir. Ça s'arrête là. Ou de ne pas. Maintenant, lorsqu'il vous dit, le président se présente avec ses avocats devant là. Et je crois que cette histoire ne passe pas inaperçue parce qu'il faut suivre encore de manière très précise d'où est venue cette incise-là, même si elle est inopérante. Mais il faut vérifier, comprendre pourquoi les gens. Très bien. À qui la Cour avait dit qu'on ne peut pas écrire ça dans un règlement, pourquoi ils ont remis ça dans son Revenons politique pour terminer cette émission. Pourquoi, selon vous, vous pensez que Martin Fayulu a fait ça, a pris cette démarche? Pourquoi, selon vous? Non, c'est un politicien. Martin Fayulu, c'est un politicien. Il tente de faire des yeux doux au FCC. Moi, je sais que le FCC, nous sommes avec lui en coalition. Et dans cette coalition, nous ne sommes pas de la majorité présidentielle. Les gens ne comprennent pas le fonctionnement de ce régime politique. Nous sommes de la majorité parlementaire, nous, IDPS. Comment ça, majorité parlementaire? Mais comment? Cette majorité devant laquelle ils prétendent aller accuser le président, elle est de qui? Elle est de l'UDPS, de l'INC, du PALU, du PPRD, AABB, CCCC, PPDD. Nous nous sommes mis ensemble, on a créé cette majorité-là. Et vous oubliez que Kaboun est tombé dans cette majorité. Retenez-vous. Non, c'est vous qui devez retenir que Kaboun est tombé avec cette majorité-là. Retenez-vous. Oui. Retenez-vous. Nous avons apprécié les faits. Nous, je t'avais dit ici, au mois de janvier, que les amis, s'ils veulent faire tomber Kaboun, nous constaterons qu'ils ont décidé de rompre la coalition. Et ils l'ont fait. Ne vous en faites pas. Ils l'ont fait. Nous n'avons pas voulu jeter l'eau du bain et l'enfant. C'est toujours ça, vous. Non, 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 non. Le Congo nous importe plus. Mais ici, il y a une réalité. Cette majorité, elle est UDPS, elle est PPRD, elle est UNC. Oui, mais cette majorité... Ça signifie, ne t'en fais pas, j'insiste. Si nous voulons l'éclater, nous nous retirons. Mais vous ne le faites pas. Non. Vous avez vu Kaboun tomber, votre président... Nous avons dit... Non, non. À tout moment, on nous dit, mais c'est vous qui jouez toujours la paix. Non, 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 non. Nous avons dit que le Congo nous importe plus. Nous n'allons pas, le président l'a dit. Nous tenons à ce que l'on résolve les problèmes des Congolais, pas les problèmes des sentiments des individus. Mais par contre, les autres peuvent le faire, ou vous n'êtes pas en mesure de le faire. Vous avez vu comment ils vous ont traité avec cette histoire de Malonda? Le président et le président Haïd Eli Lepez en réunion avec Kabila et toute son équipe, mais pendant qu'ils sont en train de discuter là-bas pour faire la paix, arrondir les ongles, tout ça, et on est en train de faire passer Malonda ici. Ouais, c'est une véritable gifle. Malonda n'est pas encore passé. Je crois que c'est des discussions de routine dans une coalition politique. C'est des choses qui vont être réparées. Est-ce qu'ils vous respectent? Ici, ces gens, ils doivent nous respecter parce que nous dirigeons ce pays, nous avons le chef de l'État et nous avons un pouvoir exclusif qui est le nôtre. Nous avons un pouvoir qu'on se partage avec eux. Ça implique en tout cas que dans l'affaire d'État, nous avons 75% du pouvoir et ils ont leur pourcentage. Si vous dites qu'ils ne nous respectent pas, ça nous importe peu. On ne dirait pas. Ce qui est essentiel. Le discours de Chadari à Kindu. Non, 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 non. Il a dit qu'ils vont tout faire pour que le président se limite aux inaugurations. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est pas bon. Nous ne sommes pas dans les sensationnels. Le président, lui, ne se limitera pas aux inaugurations.
Il a nommé les généraux, ils occupent leurs fonctions, ça c'est clair. En attendant que le Premier ministre se déplace. Le président, non, le président, il a nommé les généraux, ils sont en place. Il a nommé les magistrats, ils ont prêté serment, y compris le pauvre Tassoki. Il a salué l'autorité suprême. Qu'est-ce qu'il a à voir avec... Non, j'ai dit, c'est pour montrer que le président n'inaugure pas. Il nomme les gens en tenant compte de leurs compétences, même ceux qui aboient contre lui. C'est pas un président de vengeance. C'est pour vous dire que c'est pas un président des inaugurations. Le président, c'est un président qui nomme les mandataires à la GECAMINE. Ils sont là en place. La SNCC posait la question depuis que Fabien Mutombo est là. Posez la question dans le Katang et dans le Kasaï. On vous dira que la SNCC n'avait pas de problème. Tout est en train de reprendre normal. Il y a chaque semaine au moins 3 trains qui font Lubumbashi-Ilebo. Alors qu'on attendait un train par 3 mois. Et ils n'ont que 2 mois de fonction. Il y a 3 trains Lubumbashi-Ilebo. Pourvu que ça continue. Ça va continuer. C'est pour vous dire que le président n'inaugurera pas. Le président, lui, il nommera les gens à leur poste parce que la Constitution dit il nomme. Très bien. Comme il a nommé les juges, ils ont prêté serment. Y compris le président, y compris le pauvre Tassoki, que je salue en passant. Il a nommé les mandataires, ils sont en place. Le président a nommé dans le haut commandement militaire. Voulez-vous de notre Tout le monde a pris ses fonctions. Le vieux Tango Fort, il est dans son poste. Vous l'avez vu glorifier Dieu parce que le chef de l'État a pensé à son humble personne. Il a glorifié Dieu. Il a appelé les caméras pour dire venez voir comment je chante à la gloire de Dieu. Parce que le président Tshisekedi a pensé à ma modeste personne. Oui, et il l'a fait. Mais vous savez quand même, ça, on n'entre pas dedans, mais vous savez qu'il y a des généraux qui ont été cités dans beaucoup de rapports, mais que le président a repris. Est-ce maladroitement? Est-ce malencontreusement? Non. Il a fait bien? Bon. Christian, moi, je t'ai déjà dit que le président ne forme pas les généraux. Mais il y en a beaucoup. Ouais, le président ne forme pas les généraux. D'une armée des généraux. Les généraux qui sont cités dans les affaires. Le trafic d'armes. Le trafic d'armes et de tout ça. Ils sont toujours dans ces affaires-là. Et il y a un parquet pour ces affaires-là. C'est l'auditorat militaire. Ce n'est pas parce que le président t'a nommé, tu es général tel, tu es général tel. Le président a nommé les généraux qui jusqu'ici sont innocents. Parce que n'ayant pas été condamnés à quoi que ce soit. Et pendant qu'ils sont innocents, le président travaille avec l'armée du pays dans laquelle se trouvent ces généraux-là. Le jour qu'ils seront passibles de jugement et qu'ils seront condamnés, le président constatera qu'ils sont condamnés parce qu'il sera prouvé qu'ils ne sont pas dignes de leur fonction. Il y a une dernière question, voulez-vous? Vous la voulez? Je veux bien. Monsieur le professeur, lorsque Kabila était au pouvoir, les gens mouraient à l'est du pays par centaines. Les gens mouraient, on n'en parle pas. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, on a quand même une bonne chose, il faut quand même vous le reconnaître. Au moins, on sait combien les gens meurent. Mais ce n'est pas pourtant que les gens ne meurent plus. Les gens continuent à mourir. Il n'y a pas longtemps, vos enfants ont été trucidés alors qu'ils étaient allés étudier tout simplement. À l'époque de Kabila, on n'intervenait pas, on ne chassait personne, on ne remplaçait personne, on n'arrêtait personne. On a comme l'impression qu'à l'époque de Félix Tshisekedi, c'est la même chose. Aucune interpellation, aucune arrestation, aucune indignation. Alors on se pose la question, est-ce que les méthodes continuent? Est-ce que la partie de l'Est de la République intéresse le chef de l'État? Est-ce que les habitants de l'Est sont-ils congolais comme nous? Pourquoi ils subissent ces atrocités jour et nuit sans aucune interpellation? Le silence de Kinshasa devient coupable. Le silence des Fachi, on va dire. D'abord, il faut avoir une pensée pieuse pour ces compatriotes qui ont tant souffert. Et moi, comme enseignant, je suis désolé. Plus précisément de ce qui s'est passé sur nos enfants, des écoliers, des innocents, des enfants qui se préparent à pérenniser nos mémoires parce qu'ils préparent l'avenir de ce pays ici. C'est des crimes crapuleux qui sont du reste inacceptables. Et que je sais que ça ne restera pas impuni, et les choses seront tirées au clair. Le président de la République, c'est pas pour rien qu'il a fait des mutations dans l'armée. Il a fait des mutations, mais dites-vous que lorsqu'il dit qu'il faut former les militaires, on dit non, il veut avoir aussi ses militaires. Non, on veut renforcer notre armée.
Le président a procédé aux mutations. Il y a de nouveaux commandements qui se mettent en place. Je crois que l'efficacité va se prouver dans l'Est. Pourquoi on n'arrête pas les gens? Parce que regardez, Pourquoi regardez vous pensez Liban, que... regardez Liban, un problème naturel, on va dire pas, je ne sais pas si on va dire naturel ou criminel, mais tout un gouvernement est tombé. Pourquoi chez nous les généraux ne tombent pas? Pourquoi chez nous les gouverneurs ne tombent pas? Pourquoi chez nous les autorités territoriales ne tombent pas quand il y a un problème? Qui vous dit que les généraux ne tombent pas? Mais pourquoi quelqu'un n'est pas encore, n'a pas été déféré ou quelqu'un Non. n'a pas été... Moi, je sais que le général John Numbi n'a pas été promis. Il est en attente. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux qui ne sont pas en poste. Les gouverneurs, ils tombent, ils sont sous le contrôle d'autres institutions, les parlements provinciaux. Et à ce jour, il y en a 5 qui sont dans la rue, qui attendent à être remplacés. Ce n'est pas pour dire que il y a un régime d'observation ou d'impunité. Nous disons seulement qu'à ce jour, nous tentons de faire de sorte que chaque institution joue son rôle. Éviter d'interférer dans les affaires qui concernent les autres institutions. La justice, elle doit faire son travail. C'est là que j'ai dit, vous, société civile, la presse, vous êtes aussi société civile. Tu fais déjà très bien ton travail, que j'apprécie beaucoup. Merci. Tu dénonces, je t'ai suivi un jour ici, tu as même parlé du directeur de cabinet du chef de l'État. Exact. En l'accusant d'avoir trempé dans un conflit d'intérêts. Et ça, tu l'as dit du directeur de cabinet du chef de l'État. Je crois qu'il est plus grand que beaucoup de gens que vous refusez de dénoncer. Nous avons d'énormes problèmes. Pas qu'on refuse de dénoncer. Tu étais à l'université, tu as entendu des problèmes. Oui, j'en parlerai demain d'ailleurs. Ouais. À l'université, sous Fachi. Voilà, la question c'est... Tu as entendu des problèmes à l'université. Bien sûr. On en parlera. De gens qui font beaucoup de choses. Je vous en parle. Demain, j'en parlerai. Oui, ce n'est pas sans conséquence ce qu'on est en train de faire. La conséquence, c'est qu'on ne nous invite pas dans nos médias. Même lorsque même lorsque le président organise des rencontres, ainsi de suite, nous, on n'est jamais invités. Pourtant, le travail que nous faisons est un grand travail. Nous sommes sabotés par ceux de la présidence. Ça, je dois vous le dire. Alors. Mais pourquoi vous voulez qu'on vous invite? Non, parce qu'on est la presse. Tout ce que vous faites chaque jour ici, le président de la République suit. Sans réaction aucune. Non, qui vous dit qu'il n'a pas de réaction? Il y a des réactions. Vous avez parlé du CECOP ici. Et le président a suivi, il a pris des dispositions en la matière. Vous avez parlé de tout ce que vous dites, vous, la société civile. C'est ça même, je dis, votre rôle, c'est dénoncer. J'en parlais encore. Il faut dénoncer et dénoncer tout le monde. Et chez vous, dans le Moi, j'ai félicité, oui, il faut en parler. J'ai félicité votre courage parce que vous avez parlé du directeur de cabinet du chef de l'État. Je crois que vous parlerez de tout le monde. On en parlera, ne vous en faites pas. Les généraux que vous dénoncez, dites-nous ce qu'ils ont fait, que le monde entier entende. Ça, vous entendrez. Peut-être que c'est vous qui savez ce que c'est fait. Vous avez été à l'université. Nous demandons qu'on améliore nos conditions de travail. Nous devons améliorer les conditions de formation de nos étudiants nous-mêmes. Et pourquoi pas? Parce que nous sommes déjà payés. Mais nous devons aussi nous comporter conséquemment vis-à-vis. Ça, on en reviendra demain, ne vous en faites pas. Donc, ce sont des obligations. Moi, je félicite déjà le travail que vous faites. Ça ne signifie pas que pour bien le faire, il faut aller le faire dans des manifestations du président de la République. Mais c'est quand même bizarre quand il reçoit tout le monde. Et quand il reçoit la presse étrangère, c'est toujours des grappes, dans des bons endroits et tout ça. Mais quand c'est nous, la presse congolaise, on commence à regarder, il est de quelle obédience. Savez-vous que ma TNT est bloquée? Nous sommes sous l'état de droit, mais ma TNT est bloquée. Parce qu'un ministre ne veut pas le donner, il faut le dire. Jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas. On a tout payé, mais on a toujours mais tu dois saisir le Conseil d'État. Mais plus d'une fois, on le fait. Mais pourquoi tu ne saisis pas le juge? Quel juge veut saisir? Il faut écrire un recours à ce ministre-là. Et puis, lorsque son recours sera infructueux, saisis le Conseil d'État pour qu'il ordonne. En sortant d'ici, je veux pas comme mon avocat. Mais c'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage de la justice administrative. Oui. Les Congolais, je crois, ils prendront le temps de s'habituer avec. Et à partir du moment que nous avons cet ordre juridictionnel, les juridictions d'ordre administratif, tous les pommes de consommateurs, de prestataires de services comme vous, lorsque vous trouvez que quelqu'un, vous trouvez que quelqu'un vous empêche de fonctionner alors que vous êtes dans la légalité, saisissez le juge qu'il vous rétablisse. Et c'est ce qu'on va faire. Nous avons un conseil d'État percutant, dirigé par un grand maître de la pensée juridique administrative de ce pays. Le savant vous donne. Et dernièrement,
il y a toute une ribambelle de grands savants en droit administratif qui ont été alignés là-bas. Je vois le prof Tassoki, le prof Wane, je vois... donc, c'est une armada qui a été placée pour protéger vos droits. Mais pourquoi vous pensez qu'il faut se plaindre dans les télévisions là où le président de la République, lui, est en train de tout faire pour que des instances officielles soient à votre écoute? On le fait, on le fera aussi. Merci beaucoup, monsieur le professeur Chilumba. Et je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, avocat, professeur et enseignant des universités, député provincial. Vous avez bien député, hein? Mais écoute, c'est votre... Écoute, il n'y a pas de grand plaisir pour un homme politique ou pour un homme tout court d'être élu par son peuple. Travailler pour lui. Et moi, je pèse 23 000 voix. Donc, aller devant la population, dire votez-moi et 23 000 votes, pendant qu'il y en a qui sont allés, qui ont utilisé tous les moyens des droits et des faits, qui n'ont même pas récolté 50 voix, mais il faut en être fier. Je suis une légitimité. Donc, je suis un homme avec qui le Congo doit compter. Parce que ma voix, elle doit porter et représente 23 000 personnes. Exactement. Et puis, ces électeurs n'ont pas eu tort de voter pour quelqu'un de très intelligent. Ils n'ont pas eu tort, pas du tout. Comme vous. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, vous qui avez suivi le débat. Le professeur Chilumba est très ouvert pour le débat. Très ouvert pour le débat. Voulez-vous un débat? C'est pourquoi moi, j'ai dit, il faut ouvrir un plateau. Si on va le faire. On appelle les politologues, les juristes. On appelle les profs Bagnac, ils sont là, les profs Essambou, bon, Essambou est déjà dans les réserves, il est juge, Maître Kalouba, bon, lui, il est déjà juge, mais il y a des gens qui sont encore actifs, oui, les attend juste les financements, les maîtres Théodore Ngoyi, appeler un grand plateau, si. On vient clore au débat, qu'on nous explique comment le Parlement peut devenir une institution d'instruction contre les infractions commises par un citoyen congolais. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si opinois, Daimana, Chino, Tueneleye, Nakinyapana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyapana Kongo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.